Je vais essayer pendant cette présentation de partager avec vous l'approche tunisienne dans le processus de transparence et d'intégrité dans la gestion publique. Je parle approche, mais je ne parle pas d'expérience, c'est plutôt un mécanisme. La transparence et l'intégrité, d'après ce forum, constituent l'un des termes clés de ce forum. Cependant, être le dernier à intervenir n'est pas une chose aisée. J'espère bien ne pas user de votre patience et je passe directement à l'intervention. Mon intervention s'articule sur le diagnostic de la gestion publique, les opérateurs de ce diagnostic et les résultats de ce diagnostic et finalement les engagements pris par l'État ou à prendre par l'État. Le paysage de la gestion publique se présente en Tunisie comme suit. Il est constitué d'une part des ressources financières et l'autre part des services publics. Les opérateurs de cette gestion publique sont soit l'administration ou les établissements publics administratifs ou les entreprises publiques. Cet ensemble, il est soumis à un diagnostic qu'on va énumérer, dont les opérateurs seront énumérés un à un. Je vais me contenter uniquement de 6 outils de diagnostic, à savoir le premier, c'est le contrôle, puisque le paysage de contrôle ou la fonction de contrôle est opéré par la Cour des comptes d'une part et 3 instances de contrôle général, à savoir l'une est rattachée au Premier ministère, l'autre au ministère des Finances et le troisième est rattaché au ministère du domaine de l'État. Le deuxième outil, c'est les dénonciations. Les dénonciations de la corruption, soit par les associations ou les citoyens. Et ces dénonciations sont versées soit auprès des instances spécialisées ou en ligne sur les portails gouvernementaux tels que Anticor TN ou sur les portails de certaines associations de la société civile telles que l'association iWatch très active en Tunisie. Troisième outil, c'est l'investigation. L'investigation, c'est un outil utilisé par la Commission nationale d'investigation sur la corruption et de la malversation, qui a été créée en 2011, et conformément aux recommandations de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, une instance nationale de lutte contre la corruption fut créée et instaurée. D'ailleurs, ces 2 instances qui se sont succédées ont traité 6 000 dossiers sur un ensemble de 15 000 dossiers qui sont parvenus à ces instances. Le résultat, c'est 600 dossiers qui sont transmis en justice. Les domaines les plus touchés par la corruption d'après le rapport de ces instances, je mets l'accent sur 4 domaines, à savoir les marchés publics ou l'achat public, le secteur financier et bancaire, les douanes et la fiscalité, et le recrutement, les nominations aux postes fonctionnels et leur rémunération. Quatrième outil, c'est le scan d'intégrité ou Integrity Scan. C'est le fruit d'une coopération avec l'OCDE et il a démarré en juin 2012. Il vise essentiellement à élaborer des réformes prioritaires pour promouvoir une culture d'intégration à travers un dialogue avec la société civile. Je précise que le rapport de ce scan d'intégrité ou Integrity Scan a été remis au gouvernement le 21 juin 2013. Le scan d'intégrité s'est reposé sur 13 dimensions et il est opéré selon une méthodologie commune entre l'OCDE, les Nations Unies, la Banque mondiale, Transparency International, et ceci en coopération avec la société civile et le secteur privé.
Les 13 piliers sont devant vous, mais je mets l'accent sur l'intégrité du secteur public, les marchés publics, ça revient, la transparence fiscale et l'incrimination de la corruption. Le 5e outil de diagnostic, c'est l'évaluation du système national des marchés publics, signalant que les marchés publics en Tunisie représentent 18% du PIB et 35% du budget de l'État. Cette évaluation a été menée en collaboration avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'OCDE. Le rapport a été examiné en septembre 2012 en Conseil des ministres et une feuille de route a été adoptée en la matière. Quels sont les mobiles de cette évaluation du système d'achat public? L'objectif suprême, c'est tendre vers une transparence des décisions publiques et l'appréciation de l'existence des règles de concurrence saines et la mise en place d'une administration publique efficace et un libre accès à l'information pour le public. Tout cela vers un objectif suprême, c'est une meilleure utilisation des ressources. Les 4 axes d'évaluation du système d'achat public en Tunisie ont été notés sur 100 points. Le cadre législatif et la réglementation et l'intégrité et la transparence ont eu une note inférieure à la moyenne. Donc, la réglementation elle-même, elle souffre d'ores et déjà d'une insuffisance et elle permet ou elle ne favorise pas à lutter contre la corruption. C'est pour cela qu'elle a eu une note de 43 sur 100. L'intégrité, c'est le parent pauvre, l'intégrité et la transparence du système de passation des marchés a uniquement 31 sur 100. Le tableau suivant, bien qu'il ne soit pas clair, il reprend toutes les notes attribuées à tous les critères, mais on note que la note moyenne sur l'intégrité des marchés publics, sur le système de marchés publics en Tunisie, elle a eu 1,44 sur 3, ça veut dire en deçà de la moyenne. Le 6e et le dernier outil de diagnostic de la gestion publique, c'est le mécanisme d'examen dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ce mécanisme consiste en une mise en conformité du système juridique national, notamment le système pénal, avec la Convention. À rappeler que la Tunisie a adopté et ratifié cette convention respectivement en 2004 et 2008. Le rapport d'auto-évaluation relatif à la première phase concernant les 2 chapitres 3 et 4, à savoir le chapitre 3, l'incrimination de la corruption, et 4, la coopération internationale, a été envoyé au bureau de Vienne le 25/6/2013. Et on attend la visite des experts désignés par le bureau de Vienne. Les résultats de cet examen ont dégagé, cet examen a dégagé 16 écarts par rapport à disposition de la Convention, notamment la non-incrimination de la corruption dans le secteur privé. 2e écart, les personnes morales ne sont pas pénalement responsables. 3e, la non-incrimination de l'enrichissement illicite. L'écart suivant, c'est la non-incrimination de la corruption de l'agent public étranger. Dans notre réglementation, il n'y a pas une définition de l'agent public étranger et non plus les aspects de la corruption s'il était un jour corrompu. L'écart suivant, c'est l'absence de la protection des dénonciateurs de corruption et des témoins et des victimes. Pour développer, à travers ça, pour développer un cadre d'intégrité dans le secteur public, quelques actions ont été menées. La première, c'est suite à un diagnostic des risques, une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été présentée à la Constituante le 2 juillet 2012. Une deuxième action à entreprendre, c'est combler les écarts entre la réglementation, le système juridique
et essentiellement pénale, et la Convention des Nations Unies. Troisième, c'est garantir l'indépendance organique et fonctionnelle des institutions nouvellement créées de lutte contre la corruption et les instances de contrôle. Quatrième priorité, c'est l'adoption des codes déontologiques. Je dis bien code déontologique à la fin S, parce qu'il y a un code général et on peut penser à des codes sectoriels. Et ceci essentiellement pour les agents publics, pour les aider à respecter les principes d'intégrité dans la gestion publique. Et ce, à travers les déclarations du patrimoine et la lutte contre l'enrichissement illicite. Action suivante, c'est renforcer la transparence et la reddition des comptes par l'implication de la société civile et le respect de la loi sur l'accès aux informations publiques. Pour mettre en place ce plan d'action, une série de mesures ont été prises sur le terrain. Sur le plan institutionnel, il y a eu, après la Révolution, la création d'un ministère chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et la création des cellules au niveau de chaque département ministériel et au niveau des régions. Deuxièmement, la création de l'instance nationale de confiscation des biens mal acquis. Troisième instance créée, c'est l'instance de gestion des biens confisqués, signalant que le bilan arrêté d'après le président de cette instance, arrêté au 25 juin 2013, il fait état de 6 510 immeubles confisqués, 570 participations dans des sociétés pour un montant de 300 millions de dollars et 191 voitures confisquées. Il y va de l'équipe des personnes concernées par cette confiscation. Il y a la mise en place de l'instance nationale de lutte contre la corruption et la nomination des membres de son conseil. En outre, la création d'une instance spécialisée dans la restitution des avoirs et biens confisqués, la création d'un pôle judiciaire spécialisé dans les affaires de corruption et de malversation, et la constitution d'un conseil supérieur de lutte contre la corruption et de recouvrement des avoirs et biens de l'État, qui regroupe dans sa composition des représentants des députés, des représentants de la société civile, des experts en la matière et les présidents des commissions spécialisées. À noter que ce conseil, il a tenu 3 réunions. Sur le plan fonctionnel, les engagements pris sont le renforcement de l'autonomie des instances de contrôle et adoption de la publication des résultats des audits et évaluations. Et c'est une première en Tunisie. L'adoption de l'évaluation participative en collaboration avec la société civile, des programmes nationaux et des politiques publiques. D'ailleurs, 4 missions sont déjà entamées et sont suivies par la Banque mondiale. Toujours sur le plan fonctionnel, accélérer la mise en place de la gestion budgétaire par objectif, et ceci dans le cadre du jumelage avec l'Union européenne. On a assisté à l'adoption d'un décret-loi sur l'accès à l'information publique. D'ailleurs, une mission d'évaluation est en cours pour apprécier la mise en vigueur des dispositions de ce décret-loi. Quand on dit décret-loi, il a force de loi en Tunisie. Le lancement d'une consultation en ligne auprès des fonctionnaires publics pour un code d'éthique basé sur les normes d'intégrité et applicable à toute la fonction publique. Un projet de code déontologique est déjà prêt. Enfin, l'évaluation des procédures administratives régissant le milieu des affaires dans un but de simplification des procédures, et ceci en vertu d'un décret de 2012. Quelques projets de loi sont en cours de préparation, essentiellement une loi sur la transparence et la lutte contre l'enrichissement illicite, la protection des dénonciateurs, des témoins et des victimes de la corruption, un projet de loi sur les conflits d'intérêts et la déclaration des biens, et la conclusion
d'une convention avec l'Institut accrédité de certification en Tunisie pour la mise en place dans la gestion publique de la norme de la responsabilité sociétale, l'ISO 26000. En matière de marché public, l'action qui a été entreprise, c'est l'achat public en ligne. C'est le fruit d'une coopération avec la Corée du Sud pour dématérialiser les procédures, et ce système s'appelle QNEPS. Une dernière question. Cette photo représente, ce fonctionnaire est-il capable de mettre la pièce manquante de la voie et la juste pièce pour atteindre l'objectif? Le défi reste posé. Je vous remercie.